Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Entre deux, l'émission consacrée exclusivement au basket féminin, tous les lundis, sans faute, même au mois d'août, tous les lundis, parce que le basket ne s'arrête jamais, tous les lundis à 19h sur notre page Facebook, sur la page Facebook de WeBasket TV, sur la chaîne YouTube de WeBasket TV, sur le site www.webasket.tv, également chez notre partenaire ProAm Media sur leur page Facebook. Aujourd'hui au programme, nous allons parler, bien entendu, comme tout l'été, de WNBA, focus sur Minnesota Lynx et Seattle Storm. C'est le hasard du classement, puisque effectivement je fais des focus sur les équipes en partant du bas du classement, et on est en train de tomber sur tout simplement les deux derniers champions WNBA qui sont classés 8e et 7e. Donc 8e pour Minnesota et 7e pour Seattle. Un petit point rapide sur l'Eurobasket 2020, l'Eurobasket U20 2019 qui se passe en ce moment en République tchèque. On fera un tout petit point. Et un point sur l'Afrobasket qui va bientôt débuter là en fin de semaine. Ce sera samedi au Sénégal. Donc on va jeter un œil là-dessus. Donc bien entendu l'Afrobasket féminin. Allez, c'est parti. On commence avec un point rapide sur la WNBA depuis la semaine dernière. Ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. En fait, voilà, il s'est passé environ 2 ou 3 matchs. Ça dépend toujours un petit peu de chaque franchise. Vous savez qu'aux États-Unis, en NBA comme en WNBA, on joue parfois tous les jours, enfin parfois tous les 2 jours. Ou en NBA, parfois ils jouent tous les jours. En WNBA, c'est peut-être un petit peu moins intense, puisqu'il n'y a que 34 matchs. Mais quand même 34 matchs sur quelques mois uniquement, contrairement à l'Europe. Et donc en fait il y a quasiment un statu quo, même s'il y a eu entre 2 et 3 matchs par équipe, il y a quasiment un statu quo. Seul le Phoenix de Mercury a pris la place du Seattle Storm. Justement, si ça n'avait pas été le cas, on aurait parlé du Phoenix de Mercury, du Mercury de Phoenix, pardon, du Phoenix Mercury. Et donc voilà, toujours Connecticut en tête avec un très beau ratio, 16 victoires. Donc 72%, 16 victoires pour 6 défaites, 73% même de victoires quasiment. On a toujours Atlanta Dream dans les profondeurs du classement qui n'a que 5 victoires, 17 défaites pour uniquement 22,7%, presque 23% donc de victoires. Les deux équipes d'ailleurs qui nous intéressent aujourd'hui, il y a quand même une vraie similitude puisqu'elles ont quasiment autant de victoires que de défaites. Alors, une victoire de plus que de défaites pour Seattle et une victoire de moins que de défaites pour Minnesota, ce qui fait que y en a une qui est au-dessus des 50%, à 52% de victoire, et une autre qui est légèrement en dessous, à 47% de victoire. Mais vous voyez, ça se joue à un match près. Donc ça peut aller très vite. Seattle d'ailleurs Minnesota avait plutôt pas trop mal débuté. Et avant de chuter, Seattle avait pas très bien débuté, était remonté au classement et avait chuté un petit peu plus tard, là, assez récemment. Vous voyez d'ailleurs le mouvement est un peu comme ça. Ça fait plusieurs semaines que Seattle dégringole un petit peu les places. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire un petit point quand même sur ces deux équipes qui sont très importantes en WNBA. Minnesota, tout simplement, c'est l'équipe la plus titrée de WNBA avec une équipe qui s'appelle les Houston Comets, mais qui n'existe plus. Houston Comets avait gagné les premiers championnats de WNBA dans les années 90, à la fin des années 90. Et les Minnesota Lynx, c'est très récent. C'est vraiment l'équipe des années 2010. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 titres en 2011, 2013, 2015 et 2017. Tous les 2 ans, Minnesota ne gagne que dans les années impaires. Vous voyez qu'elles ont fait 2 finales également en 2012 et en 2016, mais qu'elles ont perdu. En 2016, c'était face aux Sparks de Los Angeles, et en 2012, j'ai oublié. Je retrouverai ça un petit peu plus tard. En 2018, donc la saison dernière, elles ont fini avec un bilan assez mitigé, qui est assez proche finalement de ce qu'on a aujourd'hui, autour de 50%. Vous voyez, 18 victoires pour 16 défaites. Elles ont terminé 7e, elles ont donc fait les playoffs. Et en fait, c'était le pire bilan depuis la draft de Maya Moore en 2011. Voilà, vous voyez, Maya Moore, recrutée numéro 1 de draft en 2011, et un titre NBA à la fin de l'année. C'est un peu Magic Johnson finalement. C'est un peu l'histoire de Magic Johnson, titre NBA dès sa première saison rookie.
et 4 titres au total sur les 8 années qui ont suivi. Et donc l'an dernier, elles ont terminé 7e, elles se sont fait éliminer par les Sparks de Los Angeles au premier tour de play-off. Et donc cette saison, elles ont 10 victoires, 11 défaites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont 8e à 48%. Ici, on a les meilleures marqueuses sur le tableau. La meilleure marqueuse, c'est Sylvia Fowles, avec une moyenne de 14,6 points par match. Ensuite, on a Odyssey Sims, qui est une rookie. Qui n'est pas une rookie, qui est une nouvelle recrue, voilà, qui vient de Las Vegas, qui a été tradée à l'intersaison, là, donc en début de saison. Odyssey Sims avec 14,3 points. Ensuite, on a Nafisa Collier, c'est elle qui est rookie à l'intérieur, qui tourne à 11,3 points. Et ensuite, on a Danielle Robinson. Et en fait, on a le 5 majeur qui est finalement les 5 meilleures marqueuses. Donc Danielle Robinson, 10,2 points. Et en fait, la cinquième joueuse, le 5 majeur n'est pas tellement évident puisque c'est majoritairement Dimiris Dantas qui a débuté 14 matchs. Alors, elle a participé à 14 rencontres. Probablement qu'elle a été touchée par une blessure. Je ne sais pas si c'est avant ou maintenant. Et puis Stéphanie Talbot qui a débuté quelques matchs également. Mais grosso modo, le roster, le 5 majeur est assez verrouillé. Et on le verra un petit peu plus tard. Vous voyez, vous avez des joueuses qu'on connaît également. On a Temi Fakbenley qui a fait un gros euro basket avec la Grande-Bretagne, qui joue assez peu, là, mais finalement qui joue un petit peu plus que les années précédentes parce que il y a des défections à plusieurs postes, hein, notamment Simon Augustus et Maya Moore. Donc Maya Moore, j'en parle, mais je vais en parler tout de suite. Je vais pas en parler tout de suite, je vais d'abord parler de Sylvia Fowles. Sylvia Fowles, c'est actuellement la meilleure marqueuse, c'est vraiment la meilleure joueuse de cette équipe actuellement, notamment parce que vous le voyez, il y a Simon Augustus qui est blessé, qui n'a pas débuté la saison, qui sera peut-être bientôt de retour, c'est vraiment dans les tuyaux, j'ai vu les infos là ces jours-ci, elle pourrait jouer les prochaines semaines, et Maya Moore qui n'est pas là du tout. Et donc on avait un Big Three dans cette équipe, qui a dominé les années 2010 de WNBA, mais sur ce Big Three, il n'y a plus qu'une seule joueuse, c'est Sylvia Fowles. Sylvia Fowles, c'est une pivot. Elle a 33 ans, elle mesure 1m98. Elle a été MVP des finales en 2015, en 2016. Elle a eu 4 médailles d'or. 4 médailles d'or sur les... pas tout à fait sur les 4 dernières compétitions mondiales d'ailleurs. Et elle en a loupé une, je ne sais plus exactement en quelle année. 4 médailles d'or donc aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. En carrière, c'est 16 points. C'est 9,9 rebonds. Vous voyez, tout près d'un double-double en carrière, c'est énorme. En carrière WNBA, j'entends. En 2018, c'était 17,7 points, vous voyez, c'est très très puissant, et 11,9 rebonds. En 2018, elle fait un double-double de moyenne, c'est énorme. Cette saison, c'est un tout petit peu en dessous, c'est 14, je me demande si je n'ai pas inversé, c'est ça, un tout petit peu en dessous, 14,6 points et 9,5 rebonds. Effectivement, il y a moins de points marqués par Sylvia Fowles. Mais ça reste quand même la meilleure marqueuse de l'équipe et puis meilleure rebondeuse de l'équipe également. Je vérifie ce que je dis. Meilleure rebondeuse de l'équipe avec 6,6 rebonds effectivement. La deuxième meilleure rebondeuse, c'est Nafisa Collier avec 4,6 rebonds. Simon Augustus. Simon Augustus, elle est absente depuis le début de saison. Elle va bientôt revenir. Espérons pour cette équipe. C'est une arrière, elle a 35 ans. Vous voyez, c'est une équipe avec des joueuses matures, forcément, hein, qui dominent la WNBA depuis une dizaine d'années. Elle mesure 1m83, elle a été MVP des finales 2011, 4 médailles d'or également au championnat du monde et au JO, là c'est les 4 dernières compétitions internationales. En carrière, 16,3 points, 3,3 rebonds, 2,4 passes décisives en carrière, donc depuis 2006, elle est présente. En WNBA depuis 2006, et Sylvia Fowles, je ne l'ai pas indiqué, mais vous le voyez à l'écran, elle est présente en WNBA depuis 2011. En 2018, Simon Augustus, c'était 10,8 points, 1,8 rebonds et 2,6 passes décisives. Elle était un tout petit peu en dessous de ses standards. Et là, en 2019, elle a fait 0 match, elle est blessée depuis le début de saison.
L'autre point énorme, la grosse perte, c'est la défection de Maya Moore. Maya Moore qui n'a pris part à aucune compétition, je dirais même en 2018-2019. Le dernier match officiel qu'elle a fait, c'est en 2018 pour Minnesota pendant les playoffs. Donc, pas d'équipe en Europe ni en Chine, parce qu'elle avait l'habitude d'aller jouer en Chine, tout comme Sylvia Fowles. Même si en 2018, vous voyez, elle porte là, c'est l'image qui est ici, elle porte le maillot d'Ekaterinbourg. Elle avait joué en Chine un petit peu avant. Et Sylvia Fowles, c'est l'inverse, elle avait joué en Europe, mais ces 3-4 dernières années, elle jouait en Chine. Donc Maya Moore, il faut se rendre compte de ce que c'est. Donc arrière, qui peut jouer au poste d'ailière, elle a 30 ans. C'est là, finalement, elle est plus jeune que ces deux aînés qui sont juste au-dessus là dans le tableau. Elle mesure 1m82, MVP de WNBA et de la Coupe du Monde 2014. Donc la même année, elle est MVP de WNBA et elle gagne la Coupe du Monde 2014, bien entendu, puisqu'elle a aussi 4 médailles olympiques. Là, ce sont les 4 dernières compétitions. Donc on va aller à l'envers. 2018, la Coupe du Monde. 2016, les JO de Rio. 2014, la Coupe du Monde. Et 2012, les JO de Londres. Elle a aussi gagné 2 Euroleague, notamment une avec Ekaterinbourg et une avec Valence. En carrière, c'est 18,4 points de moyenne par match et 5,9 rebonds par match. Donc en plus, une grande contributrice au rebond pour son poste d'arrière. Et voilà, comme je vous l'ai dit, elle est en WNBA depuis 2011. Vous voyez, comme Sylvia Fowles, elles sont arrivées en même temps. J'ai un doute. Je pense que Sylvia Fowles est arrivée avant. Je crois que c'est en 2008 ou en 2009. J'ai dû faire une petite erreur à ce niveau-là. Il faut aussi souligner l'absence de Lindsay Whalen, qui est retraitée, qui, je crois, a 38 ans, même si la saison dernière, elle avait déjà fait une saison un petit peu en deçà de ses standards. C'est une grande joueuse aussi de la sélection des États-Unis, qui n'est plus là. Et donc on a la rookie poste 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dès sa première saison en fait a une importance dans l'équipe. On a aussi Odyssey Sims et Temi Fagbenle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment l'équipe qui a dominé les années 2010 en WNBA, forcément avec une génération dorée, avec une génération qui aujourd'hui a une trentaine d'années, voire plus. Voilà, effectivement, on a 33 ans Sylvia Fowles, 35 ans Simone Augustus et Lindsay Whalen, je crois 37 ou 38 ans. Donc il s'est retiré et malheureusement Maya Moore, alors Maya Moore, ce qu'elle a expliqué en fait, elle a décidé de se consacrer à Jésus-Christ et de prêcher la bonne parole. Et c'est pour ça qu'elle a mis entre parenthèses au moins une saison de basket. Il n'y a pas tellement d'informations autour d'un retour potentiel, mais elle n'a ni joué en WNBA, ni en Europe, ni dans aucun championnat là cette saison. Donc ça fait une année complète sabbatique pour Maya Moore. Et forcément, ça impacte les résultats de Minnesota, un peu moins les résultats d'Ekaterinbourg, parce que vous savez bien que les règles de recrutement ne sont pas les mêmes. En Europe, on recrute qui on veut, on donne un chèque, et puis il n'y a pas de verrouillage de contrat comme aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on a des contrats dans la durée avec une franchise. D'ailleurs, Maya Moore ne pourra rejouer que pour Minnesota. Il y a une histoire de free agency, mais comme elle s'est retirée cette année, elle est verrouillée pour l'année prochaine. Elle ne sera pas en free agency, elle sera en priorité sous contrat avec Minnesota. Si elle revient, nous verrons bien. D'ailleurs, hop, j'ai oublié de mettre le petit bouton ici, que vous voyez là en dessous, là, Minnesota Lynx. Je pense à ça parce qu'on va passer à l'autre équipe, Seattle Storm. Seattle Storm, c'est tout simplement le champion en titre. Vous voyez, Minnesota avait gagné en 2017. Alors s'il gagne tous les 2 ans, il devrait gagner cette année, mais il y a quand même une moins bonne en 2017. Voilà, je l'avais mis ici. Il y a quand même forcément une moins bonne équipe là tout à coup. Seattle Storm, j'allais dire même cause, mêmes effets, vous allez voir. Seattle Storm, dans le plan dernier, elles ont fait une saison extraordinaire. Très très belle saison, 77% de victoires, 26 victoires pour 8 défaites, première de la saison régulière.
Et championne WNBA, victoire en finale face aux Mystics. Troisième titre, hein. C'est aussi un club très titré, mais alors les titres sont beaucoup plus espacés. Il y avait eu un titre en 2004 et un titre en 2010, et donc un titre en 2018. Vous voyez, entre les deux premiers titres, il y a eu 6 ans, et entre le 2010 et 2018, il y a eu 8 ans. Donc on a le temps finalement de refaire des générations complètes. Vous voyez que la meilleure marqueuse, c'est Natasha Howard, avec un peu plus de 18 points par match. On a Jewel Lloyd en deuxième meilleure marqueuse avec 13,3 points par match. Jordan Canada avec 10 points par match. Alicia Clark avec 9,3 points par match. Et Sammy Whitcomb avec 8,1 points par match. Alors, j'ai écrit une bêtise après, je vais vous en parler. Je suis en train de m'en apercevoir. Le 5 majeur, c'est plutôt Natasha Howard, Jewel Lloyd, Jordan Canada, Alicia Clark dans le 5 majeur et Mercedes Russell, avec comme 6e femme Samantha Whitcomb. Allez, on va parler donc de quelques joueuses. Natasha Howard d'abord. C'est une ailière de 27 ans, elle mesure 1m90. Alors c'est assez curieux parce qu'elle a été élue meilleure progression de l'année l'an dernier. En fait, elle avait fait ses 3 premières bonnes saisons en WNBA qui étaient plutôt pas mauvaises. Puis ensuite, elle a joué justement à Minnesota pendant 2 saisons où vraiment elle a très peu joué. Et elle a été transférée de Minnesota à Seattle. Et l'an dernier, elle a explosé. Elle a fait une excellente saison. 13,2 points de moyenne par match. 6,4 rebonds. Une passe décisive. Et là, en 2019, elle est encore un cran au-dessus. 18,2 rebonds. 18,2 points par match. 8 rebonds. Et 2 passes décisives de moyenne. Donc très bonne pioche au niveau du recrutement, une joueuse qui était un petit peu au placard à Minnesota, l'équipe dominante des 10 dernières années. L'an dernier, meilleure progression, sans être la meilleure joueuse, mais cette année, c'est la joueuse leader. Et puis donc je vous ai mis Alicia Clark et Sammy Whitcomb dans le 5 majeur, mais non en fait, Alicia Clark est vraiment dans le 5 majeur. L'an dernier, elle avait vraiment terminé dans le 5 majeur de l'équipe qui a été championne WNBA. Et Sammy Whitcomb fait quand même sa petite place, et elle est 6e femme de cette équipe. Je vais m'attarder quelques secondes. Alors, Alicia Clark et Sammy Whitcomb, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, parce que Alicia Clark, la saison prochaine, sera toujours au Lyon Asvel féminin, et Sammy Whitcomb sera toujours à Montpellier, à l'AS Montpellier au BLMA. Donc, quand je parlerai un petit peu de Ligue féminine de basket, forcément, je parlerai un petit peu plus en détail de ces deux joueuses. Je voudrais m'attarder sur la 3e joueuse de Ligue féminine de basket de cette équipe de Seattle, qui ont été toutes les 3 championnes l'an dernier et qui sont encore dans l'équipe cette année. Alors elle joue un petit peu moins, elle est dans la rotation, c'est Kalina Mosqueda-Lewis, qu'on connaît bien du côté de Charleville-Mézières, puisqu'elle y a passé 4 saisons. C'est une ailière de 25 ans, elle mesure 1m80, elle a été draftée en 2015 en 3e position. On s'était posé la question de savoir si c'était déjà arrivé que, en fait, une joueuse draftée dans le haut de la draft vienne directement au championnat de France. Eh bien, c'était le cas en 2015, puisque Charleville-Mézières a recruté pour un contrat européen Kalina Mosqueda-Lewis, qui était 3e de la draft. Et cette année, Charleville-Mézières a recruté Cathy Lou Samuelson, qui était 4e de la draft, dont on parlera plus tard, un petit peu plus tard, pour une autre équipe, Cathy Lou Samuelson. De mémoire, elle joue pour les Mystics de Washington. Mais j'ai un doute. Dites-moi si j'ai fait une erreur. On revient à Kalina Mosqueda-Lewis, parce qu'en fait, elle a assez peu joué finalement en WNBA depuis le début de sa carrière. Donc même si maintenant c'est sa 5e saison en WNBA. Donc elle a une moyenne de 5,3 points, à 35% de réussite à 3 points sur sa carrière de WNBA. Mais je vais m'attarder un tout petit peu sur ces 4 saisons LFB, Ligue féminine de basket en France, et là, c'est autre chose. On peut dire que c'est une joueuse majeure de notre championnat en fait. C'était une joueuse majeure de notre championnat, puisque la saison prochaine, elle quitte Charleville-Mézières, sans qu'on sache où elle va. Mais probablement, pour une équipe d'Euroleague, c'est possible. Je serais très content qu'elle reste en Ligue féminine, j'imagine comme beaucoup de supporters du basket français. En tout cas, 4 saisons en Ligue féminine,
donc entre 2015 et 2019, 12,7 points de moyenne. Elle a pris, c'est simple, elle prend 100 shoots par saison en moyenne, puisque regardez, 180 tirs à 3 points réussis sur 400 tentés, tout rond, 400 tout rond. Kalina Mosqueda-Lewis, en 4 saisons, a tenté 400 tirs à 3 points. Elle en a mis 45%. 45% de taux de réussite à 3 points. C'est un très très haut taux de réussite. L'an dernier, elle était un tout petit peu en dessous de ses standards. Un tout petit peu en dessous de sa moyenne sur 4 ans. Puisqu'elle a marqué 12,4 points, grosso modo, c'est sa moyenne. Et elle a fait un tout petit peu chuter son pourcentage de réussite, et notamment en play-off d'ailleurs, parce que j'ai vu que sur la saison régulière, elle était à 46% de réussite, et son taux de réussite a un tout petit peu chuté en play-off, et ça lui a amené uniquement à 41,2% à 3 points, mais bon voilà, c'est l'une des fines gâchettes du championnat de France, qui est un peu moins, justement, elle est un peu moins efficace en WNBA. Il faut dire qu'elle aussi, elle a moins l'occasion de shooter, elle prend moins de shoot, et donc forcément, vous le savez très bien, au basket, c'est important d'avoir un rythme pour être, pour avoir la main chaude, pour pouvoir rentrer les paniers. Il faut pouvoir en tenter plusieurs. Forcément, si vous en tentez deux, vous en loupez un, ou même vous en loupez deux, votre taux de réussite chute à 0%, alors que en fait, si vous aviez eu un petit peu plus d'occasion de shooter, vous avez le temps de trouver la mire. Donc voilà, je voulais rendre hommage avant qu'elle ne quitte notre championnat. J'espère qu'elle reviendra, j'espère même qu'elle quittera pas notre championnat, mais je pense que tous les rosters en Ligue féminine de basket sont verrouillés maintenant pour la saison prochaine, et puis qu'elle a été annoncée sur le départ de toute façon. Je voulais quand même rendre hommage à Kalina Mosqueda-Lewis, qui en plus est très sympathique. Donc voilà, c'est fait, et je vais parler après elle de deux grandes joueuses énormes qui ont fait gagner en fait Seattle, on peut le dire, l'année dernière. C'est Sue Bird et Breanna Stewart. Alors Sue Bird, c'est la légende Sue Bird qui est en WNBA depuis 2002. Mais cette saison, elle est blessée au genou. Ça a été annoncé quelques semaines avant le début de la saison WNBA. Blessée au genou, donc c'est une meneuse qui a 38 ans aujourd'hui, qui est la compagne de Megan Rapinoe, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de la Coupe du Monde de foot féminin, la championne du monde, et d'ailleurs qui a été élue meilleure joueuse, je crois, de la Coupe du Monde de football féminin. Et Sue Bird, c'est sa compagne. Donc voilà, ça c'est pour le côté people, mais pour le côté sportif, c'est une joueuse légendaire, Sue Bird. D'ailleurs, je vais passer, c'est la meilleure passeuse de l'histoire. En nombre de passes, en fait, en nombre de passes décisives, c'est la meilleure passeuse de l'histoire de la WNBA. Donc on pourrait, voilà, je l'ai formulé comme ça, passeuse la plus prolifique de l'histoire de WNBA, avec 2831 passes. Donc en carrière, ça donne 12 points de moyenne par match, 5,6 passes décisives par match. Voilà, comme je vous l'ai dit, depuis 2002 jusque l'an dernier. Cette année, elle a pris part à aucun match, bien entendu, puisqu'elle est blessée. 4 Euroleague avec le Spartak Moscou entre 2007 et 2010, donc 2007, 2008, 2009 et 2010. 4 Euroleague. Elle a aussi 3 titres de WNBA, j'ai oublié de le noter, mais je vous le dis oralement. 3 titres de WNBA et 8 médailles d'or. Alors c'est simple, 8 médailles d'or sur 9 compétitions, il y a une seule médaille d'or qui a échappé sur les 9 dernières compétitions aux États-Unis, c'était en 2006, c'était la Coupe du Monde 2006, où les États-Unis ont été médailles de bronze, et c'est l'Australie qui avait gagné la Coupe du Monde en 2006. Mais sinon, c'est toujours les États-Unis qui gagnent, et avec à la main Sue Bird. Donc énorme joueuse mondiale, une icône, on peut le dire, qui est blessée, qui a 38 ans, qui est vraiment en fin de carrière. Elle va essayer de revenir, je pense, pour la fin de saison et peut-être jouer les playoffs. Comme je vous l'ai dit, il reste une douzaine de matchs, grosso modo. Alors il y a des équipes qui sont à 22 matchs, il y a 34 matchs de saison régulière. Donc il reste une douzaine de matchs, 13 pour certaines autres équipes. D'ailleurs, on peut regarder pour ce qui concerne Seattle. Là, c'était marqué ici. Voilà, Seattle a 23 matchs, donc il leur reste 13 matchs. 23 matchs, donc il leur reste 11 matchs. Donc c'est moins.
Il reste moins de matchs pour Seattle. Pour l'instant, Seattle est 7ème. Pour l'instant, Seattle fait les playoffs, tout comme Minnesota. Ça semble d'ailleurs, je vais revenir un peu là-dessus, ça semble assez verrouillé puisque il y a quand même... New York peut toujours embêter, New York et Indiana peuvent toujours embêter, grosso modo, il reste suffisamment de matchs, peuvent toujours aller embêter Minnesota, voire Seattle, Phoenix et Chicago. Chicago a moins de matchs. Je reviens sur les joueuses emblématiques. Donc il manque Sue Bird et il manque aussi Breanna Stewart. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, Breanna Stewart, puisqu'elle a fait déjà une saison assez exceptionnelle. Donc elle est forfait toute la saison à cause de la rupture de son tendon d'Achille qui a eu lieu en finale d'Euroleague, qu'elle a joué avec le Dynamo Koursk et qu'elle a perdu. Mais elle s'est blessée juste avant la mi-temps. Donc elle a perdu aux dépens d'Ekaterinbourg, c'était la finale d'Euroleague, en fait c'était la finale de Russie League, puisque c'était Ekaterinbourg contre Koursk, mais on commence à avoir l'habitude. Donc c'est une ailière de 24 ans qui est toute jeune, Breanna Stewart, mais qui est déjà dominante, qui était déjà dominante, 1m93, ailière forte, elle peut aussi, quand on joue petit, elle va sur le poste d'ailière forte, MVP en 2018, en 2018-2019, grosso modo, voilà, si on prend grosso modo de début juin 2018 jusqu'à fin juin 2019, enfin, à peu près comme ça, MVP de WNBA, MVP des finales WNBA, remportée par Seattle en 2018. Donc la meilleure joueuse de WNBA, meilleure joueuse des États-Unis. Au mois de septembre, alors c'était avant les finales de WNBA, entre la saison régulière et les finales de WNBA, au mois de septembre, on va jouer la Coupe du Monde à Tenerife, et les USA gagnent, et qui est la meilleure joueuse du tournoi? C'est Breanna Stewart. Et en Euroleague, saison régulière d'Euroleague avec Koursk, élue meilleure joueuse, donc MVP de la saison régulière d'Euroleague. Donc elle a été dominante en WNBA, en Coupe du Monde, et en Euroleague. Mais est-ce la répétition des efforts à très haute intensité? Parce qu'en plus, elle joue au très très haut niveau. Rupture du tendon d'Achille, blessé 1 an. Ça vous fait penser à Kevin Durant, qui s'est blessé un petit peu plus tard. Et Kevin Durant s'est blessé lors des finales NBA avec les Warriors face à Toronto, et Toronto a gagné. Donc en fait, c'est un peu cette histoire-là, ce qui s'est passé. Breanna Stewart s'est blessée avec Koursk, et c'est Ekaterinbourg qui a gagné en finale de l'Euroleague. Bon, même si là c'est sur un match, là où la NBA c'est sur 7 matchs. Et en WNBA c'est sur 5 matchs, comme le championnat de France, au niveau des playoffs et des finales. Donc voilà, regardez les stats, 20 points, 8 rebonds, 8,8 rebonds de moyenne en carrière depuis 3 saisons en fait, 2016, 2017, 2018. Bien entendu, elle n'a participé à aucun match en 2019. 21,8 points l'an dernier et 8,4 rebonds, donc elle est encore un petit peu au-dessus de ses standards, de sa moyenne de points, et un petit peu en dessous de sa moyenne de rebonds, mais vraiment c'est du très très lourd, du très très solide. Donc elle va manquer énormément à Seattle. Alors dites-moi en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces deux équipes, Minnesota, Seattle? Est-ce que vous les voyez aller loin cette saison? Alors, Minnesota est un petit peu en attente, plutôt en attente, on va dire, assez optimiste d'un retour de Simon Augustus. En revanche, pour Seattle, on espère un retour de Sue Bird, mais c'est très très incertain. Sur toutes les infos que j'ai vues, c'est écrit qu'en fait on ne sait pas. Ils ne savent absolument pas quand est-ce que Sue Bird va revenir. Et concernant Breanna Stewart, on sait qu'elle ne reviendra pas. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire de ces deux équipes. Allez, on va passer à l'info suivante, qui est la compétition qu'on est en train de suivre en ce moment. Oups. J'ai dû la louper celle-là. Ah, je me suis un peu trompé. Bon, donc j'ai pas dû enregistrer les bons menus. Donc allez, on va passer, on va pas passer à l'Afro-Basket tout de suite, mais on va passer à l'Euro U20. Donc l'Euro U20 qui se passe actuellement en République tchèque, l'Euro U20 féminin bien entendu. La France est dans le groupe D,
Donc la France de Timapouille qu'on voit ici, là la droite. Timapouille, la meneuse aussi qui peut jouer un petit peu arrière. Donc meneuse de Tarbes, la jeune meneuse de Tarbes, qui est la meilleure marqueuse actuellement, mais bon, pour l'instant, il n'y a eu que 2 matchs de l'équipe de France. Vous voyez, la France a battu l'Allemagne 75-50 lors de la première journée, les Pays-Bas ont battu l'Italie, les Pays-Bas ont battu l'Allemagne, et la France a battu l'Italie 52-34 lors de la deuxième journée. Et là, aujourd'hui, c'est la troisième journée, en fait, c'est un peu la finale du groupe. Donc l'Italie a battu l'Allemagne 74-33, donc l'Italie est troisième, l'Allemagne est quatrième. À savoir qui sera premier du groupe. Et c'est à 20h15 ce soir. Vous pouvez regarder le match en direct en vous rendant sur le site www.webasket.tv. Et nous, vraiment, on va essayer de vous donner à chaque fois les matchs de l'équipe de France. Voilà, on va aller chercher les informations sur sur la chaîne YouTube de la FIBA. Et à chaque fois, on va vous proposer en priorité les matchs de l'équipe de France, comme on le fait. Donc vous pouvez regarder le match à 20h15 sur le site www.webasket.tv, sinon vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de la FIBA, mais avec nous c'est plus facile, on a tout de suite l'information. Il y a un point quand même à donner sur ce tournoi que je trouve ça assez hallucinant, c'est qu'en fait le premier tour il sert juste à donner des places pour le second tour. Il n'y a pas d'élimination. Même si vous terminez quatrième, l'Allemagne termine quatrième, mais l'Allemagne va continuer le tournoi. Puisque le premier de chaque groupe, il y a 4 groupes, A, B, C, D, le premier de chaque groupe va rencontrer le quatrième d'un autre groupe. Là, dans le cas présent, la France va rencontrer la France, si elle termine première, va rencontrer le quatrième du groupe C. Donc voilà, en fait, personne n'est éliminé. Donc la première place sert pas uniquement à se qualifier, elle sert aussi à avoir donc là c'est en huitième de finale, avoir en huitième de finale une équipe faible en fait, un quatrième de groupe. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, nous on vous mettra les matchs à suivre en direct et puis les replays, etc. Et la finale a lieu dimanche en espérant qu'il y ait l'équipe de France. Allez, je passe directement à l'Afrobasket. L'Afrobasket qui est donc la dernière info. Donc c'est une compétition qui va se passer au Sénégal à Dakar. Ça commence samedi 9 août et ça termine le 18 août 2019. J'aurais bien aimé vous donner un tableau récapitulatif avec toutes les joueuses notamment qui évoluent en France, qui participent à cette compétition. Malheureusement, on n'a pas les effectifs arrêtés. Donc les effectifs n'ont pas été publiés pour le moment. Ça aura sûrement lieu cette semaine. Et là, je vous ai mis un petit florilège des joueuses qui avaient participé à l'édition précédente, sans savoir vraiment si elles vont y participer. Vous voyez, vous avez Mamsi Diop qui est là, voilà, Mamsi Diop qui est juste là. On a Bernine Goïssa et Kani Kouyaté. Donc Mamsi Diop qui a joué notamment cette saison à Villeneuve d'Ascq, Bernine Goïssa de La Roche-Vendée et Kani Kouyaté qui était en Ligue 2, donc qui joue pour la Côte d'Ivoire, qui était en Ligue 2 à Rezé. Et je crois qu'elle y sera encore la saison prochaine. Donc Mamsi Diop qui joue pour le Sénégal et Bernine Goïssa qui joue pour la République démocratique du Congo. Je sais quand même de sources sûres qu'il y aura aussi Pauline Akonga pour la République démocratique du Congo. À suivre également aussi probablement le Nigeria avec les 2 joueuses nigérianes qui vont intégrer le championnat de France la saison prochaine. C'est Ezine Kalou Phelps et Promise, j'ai oublié son nom de famille. Et puis à suivre aussi l'équipe du Mali avec notamment des joueuses probablement qu'on voit dans le championnat de France. En tout cas, on vous donnera quelques infos par rapport à ça et je pense que déjà je vous ferai un point lundi prochain puisqu'il y aura eu quelques matchs qui auront eu lieu, probablement 2 matchs de groupe et on fera vraiment un point sur les effectifs et les joueuses à suivre. Et même chose, on fera un effort pour vous proposer sur le site et aussi bien sûr partager sur la page Facebook WeBasket TV les matchs à regarder en direct qui concernent notamment les équipes francophones. Voilà, on va essayer de faire ça. C'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à reprendre l'ensemble de l'écran.
à vous souhaiter une excellente soirée. N'oubliez pas de regarder ce soir à 20h15 le match de l'équipe de France contre les Pays-Bas, l'équipe de France U20 contre les Pays-Bas, donc pour la première place du groupe D de l'Eurobasket U20, des moins de 20 ans. N'oubliez pas aussi, si ce n'est pas encore fait, d'aller télécharger la vidéo qui s'appelle Joue-la comme Proust, où j'ai interviewé 5 joueuses de ligue féminine en leur posant des questions de personnalité. Une vidéo très sympa, vraiment je vous la recommande. Il suffit tout simplement de vous inscrire sur le lien qui est en description et vous recevrez directement la vidéo gratuitement dans votre email, dans votre adresse email. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous souhaite à nouveau une excellente soirée et vive le basket féminin. Ciao!